Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. J'attends que vous arriviez, j'attends que vous soyez alertés. On n'a pas trop l'habitude le mercredi soir, mais voilà, moi je suis en déplacement et demain j'ai un truc important, donc pas de live demain soir. Voilà, coucou Perrine. Donc tu es la première, tu vois, c'est cool. Donc c'est parti, écoute. Ah bah voilà, il y a du monde qui arrive. Coucou. C'est sympa de se brancher. Donc je t'invite, Perrine. J'ai pas d'invitation, bah oui, c'est moi qui invite. Évidemment que j'ai pas d'invitation. Voilà, mon installation, elle est hyper bancale. J'espère que ça va pas se casser la figure pendant le live, mais bon, ça devrait pas, hein, normalement. Coucou, alors, du coup, c'est pas dans le bon sens. Je suis pas dans le bon sens. Ça commence fort. Bah, tu vois, voilà. C'est un live, quoi. Hein, c'est la vie, en fait. Donc voilà, les coulisses sont vues. Voilà. Désolé. Bah, moi, je suis dans un hôtel ce soir, donc voilà, j'ai pas la même déco que d'habitude. Bah, c'est comme ça. Hein. Il y a des moments où Oui, mais je savais que tu étais à l'hôtel ce soir. J'espère qu'en tous les cas, que c'est une belle expérience, que je sais que tu es en train de vivre une belle expérience aussi. Ouais, par contre, j'ai juste fait presque 9 heures de trajet, quoi, en fait. J'aurais pu aller au Canada et revenir, en fait, juste en allant en France. Il y a des moments, tu te dis, mais Des moments, c'est ouais. un truc de dingue. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà, écoute, c'est très bien comme ça. Merci d'avoir accepté cette invitation, mais en même temps, on est là pour te glorifier, on va dire. J'espère que tu as le bébé entre les mains. J'ai le bébé entre les mains. Je n'ai pas oublié le bébé. Parce Ouais, que tu fais partie de la conception aussi. Donc, ouais. Et du coup, bah, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu. Après, bon, que je fais toujours mon blabla, mais à la fin, je vais le mettre sur IGTV. Je pense que ce soir ou demain, je vais la mettre sur YouTube et je remettrai le lien de notre premier live, comme ça, pour ceux qui ont envie de te découvrir. Et j'ai enfin fait une playlist un peu plus conséquente avec une playlist périnatalité. Et donc, on pourra retrouver très facilement. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident non plus de Périnalio, si on te connaît pas, on n'est pas censé non plus te trouver. Sauf que je fais des tags justement pour que des fois les vidéos aussi arrivent. Tu sais, quand on regarde des vidéos, on a tous des fois des suggestions de vidéos. Mais oui. parce que toi, tu as aussi une chaîne YouTube et tout ça, les liens, ils étaient déjà dessous. Mais pour ce soir, il y en a qui ne te connaissent pas. Donc, j'aimerais bien que tu te représentes. En tout cas, Oui, et puis en plus, c'est vrai que le contexte. mais oui, et puis en plus, c'est vrai que je suis pas très active sur les réseaux. La chaîne YouTube, elle est un peu vieille et mon site internet pour info est en train d'être refait. Donc, c'est l'ancienne version qui est actuellement. Donc, effectivement, on ne me trouve pas forcément très bien à l'heure d'aujourd'hui, mais je compte bien y remédier. En tous les cas, merci Nathalie encore pour cette deuxième invitation. Je suis vraiment ravie. Et puis bah alors moi effectivement pour les personnes qui me connaissent pas, donc je suis Perrine Alliot, j'ai beaucoup de casquettes en fait, je suis quelqu'un qui aime bien découvrir plein de choses, mais globalement je suis psychopraticienne, sophrologue. Et je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est domaine de la périnatalité. Et ce, depuis 15 ans maintenant. Donc, ça commence à dater un petit peu. Donc, je me suis spécialisée dans ce domaine-là. Et puis, je me suis inspirée beaucoup de mon vécu personnel, des accompagnements que j'ai pu faire durant ces 15 ans. Et puis, aussi de m'imprégner en fait de qui je suis vraiment, parce que c'était aussi une grosse découverte de moi pendant cette période de la maternité, et pas que. Hein. Puis la maternité, moi je dis souvent slow maternité, pourquoi aussi ça englobe vraiment la périnatalité. Après, pour moi, en tous les cas dans ma définition, c'est être mère, bah, finalement, on l'est à partir du moment déjà presque quand on a envie d'avoir un désir d'enfant, mais c'est vraiment dès qu'on est enceinte. Pour moi, c'est vraiment un processus qui dure toute notre vie finalement, parce qu'une fois qu'on a des enfants, on est maman jusqu'à la fin de notre vie, et ça englobe finalement cette période-là également. Donc quand je parle de maternité, c'est pas juste l'état où le bébé est là ou est enfant, c'est vraiment pour moi en tous les cas dès les tout premiers tous les premiers instants de vie, parce que c'est vraiment ça.
Et du coup, tu as commencé avec une pratique particulière dans toutes les casquettes. Sur quoi tu as été en priorité? Donc, alors, moi, par rapport à mon vécu, en fait, j'ai deux enfants et j'ai eu deux grossesses alitées. Et puis deux grossesses alitées bien alitées. Donc, il a fallu à un moment donné que je m'occupe. Moi, je travaillais dans la publicité. J'avais une vie assez, on va dire, assez dynamique. Working J'avais girl. des C'était un peu ça. C'était Ouais. un peu ça avec le projet. J'ai pas fait finalement des enfants tôt. J'ai mon premier enfant donc à 31 ans, donc je l'ai entre guillemets, j'étais enceinte à 30 ans, donc ce qui est pas non plus, ce qui est pas hyper vieille, mais en tous les cas j'étais aussi dans une dynamique à ce moment-là de bon ben voilà, j'ai mon boulot et puis quand je serai enceinte bah, je pourrais bosser, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, mon corps m'a rattrapée et très rapidement, en fait, je me souviens quand j'étais enceinte de mon fils, je me suis dit, oh, j'étais à peine à 3 mois, je me suis dit, oh, il aime pas la voiture. Sauf que je savais pas que c'était déjà des soupçons de sensations qui m'alertaient déjà de tu vas peut-être calmer un peu le jeu parce que en rentrant à 4 heures du matin chez toi, en bossant le lendemain, en te déplaçant à Miami, en Afrique du Sud et je sais pas où, ça allait être un petit peu compliqué. Donc en fait, j'ai pas senti à ce moment-là que mon corps m'alertait. On me disait, donc t'es gentille, t'es pas malade, t'es juste enceinte, et puis en plus, bah, on compte sur toi, donc il va falloir que tu suives aussi le rythme. Et du coup, je me suis pas écoutée, je me suis entendue. Je sentais qu'il y avait des choses qui étaient peut-être, je sais pas normales, mais en tous les cas qui étaient particulières, mais j'ai pas écouté. Et je me suis retrouvée alitée une première fois. Donc ça, c'était il y a, bah, mon fils a 16 ans, donc c'était il y a presque 17 ans finalement. T'as calme en disant ça. Ouais, c'est clair, oui, bah oui, ah bah, c'est comme ça. Hein. Quand on mentalise, on se dit que Bah, en fait, c'est sûr que quand on devient parent, on a une espèce de baromètre, mais après, c'est pareil avec les frères et sœurs. Hein. C'est toujours, complètement. c'est quand tu as des petits frères ou des petites sœurs et tu dis, oh, mais non, mais c'est pas possible. Voilà, on a toujours un référentiel qui fait qu'on se compare. Mais bon, oui, on vieillit tous, en fait, finalement. On Donc, vieillit tous. au passage, mais je crois me souvenir qu'on en avait déjà évoqué cette fleur. C'est la fleur oak, hein, quand on est Oui. justement terrassé et que ben là, voilà, la décision est posée, l'acte est aussi médical et diagnostiqué, c'est maintenant stop, tu t'arrêtes, t'as plus le choix, tu es obligé de terminer ta grossesse dans ces conditions-là. Donc ça, pour ceux auxquels ça parle, oak, mais ça peut être aussi le père, la compagne, le compagnon qui en fait trop aussi et qui s'épuise aussi. Hein. C'est pas bon, mais là en l'occurrence, on parlait de toi et de ton parcours de début de grossesse il y a 17 ans, mais voilà, c'est un indicateur. Mais oui, et puis merci pour pour ce partage, parce que c'est vrai que pour le coup, bah, du coup, moi, je me suis retrouvée alitée, à regarder le plafond. Donc, ce que je disais, en fait, c'est qu'il y a 17 ans, en fait, c'était des alitements stricts. Donc, ça veut dire que moi, j'étais dans un studio de 35 mètres carrés au troisième étage, je crois, de mémoire. Bah, je pouvais pas prendre les escaliers pour descendre, je n'avais pas le droit de prendre une douche et pas le droit de me faire à manger. Donc, c'était vraiment pour le coup très anxiogène. Et c'est vrai que je ne connaissais pas les fleurs à ce moment-là. Maintenant, je me dis, émotionnellement, ça aurait pu être pas mal. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré une sage-femme qui venait me voir, qui venait me voir à Dominique, n'importe quoi, à domicile. Et, euh, et donc, Myriam, voilà, fait partie de toute cette histoire aussi, pour le coup, des personnes qui m'ont aussi beaucoup inspirée et qui venaient me voir. Et j'ai commencé, en fait, à beaucoup discuter avec elle à ce moment-là. C'était mon rayon de soleil. Et j'ai commencé à pratiquer, pour répondre à ta question, en fait, l'autonomie. Parce que à ce moment-là, je connaissais rien du tout. J'étais pas encore dans le domaine de la maternité. Donc, j'ai commencé, en fait, par le toucher. Et j'ai trouvé ça assez génial. C'était d'autant plus génial que, vu que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, je percevais quand même beaucoup de choses dans mon corps, parfois qui pouvaient être agréables, parfois désagréables. Je tiens à le préciser parce que dans le livre, je parle beaucoup aussi des sensations, d'écouter son corps. Je dis aussi qu'il y a des choses qui sont agréables et pas forcément agréables, parce que c'est pas toujours agréable.
C'est important d'en parler parce que c'est vrai que des fois, sur les réseaux sociaux, c'est tellement édulcoré avec une espèce de youpiland de la maternité qui n'est pas toujours la réalité en tout cas. Ou alors qui est narré comme ça, mais qui n'est pas forcément perçu comme ça et qui est aussi des fois... je trouve qu'on passe des fois à côté des informations cruciales. Alors ça commence un peu à se révéler, mais enfin, je pense qu'il faut arrêter aussi d'enjoliver les choses. Alors il y a le côté très nature et simple du corps en fait. Voilà. Donc, je te le redis dans les vidéos, bon, ceux qui me suivent le connaissent déjà, mais voilà, je suis comme un chat. Je veux dire, j'accouche point. Je veux dire, je me prends pas la tête en fait. C'est clair. Voilà. Mais à côté de ça, il y a plein de choses qui fait qu'il y a des moments où on surjoue tous ces moments avant, pendant, après, etc. Et je pense qu'il faut être des fois avoir du discernement par rapport à tout ça. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis c'est vraiment que donc moi je partage ce soir mon expérience, mais il y a aussi plein d'expériences différentes. Moi, je suis quelqu'un effectivement de très sensible. On en parle parce que c'est beaucoup, c'est la mode entre guillemets, mais en ce moment. Donc, je veux pas généraliser non plus. Maintenant, moi, je fais partie des personnes ultra sensibles. Donc, j'ai une perception des choses, en tous les cas, par rapport à mon profil, où je vais vraiment ressentir ce qui se passe dans mon corps. Je vais sentir, je vais avoir des émotions qui sont vraiment dupliquées. Il y a des femmes qui sont très sensibles aussi, voire ultra sensibles, qui, elles, ça va être tellement ébahissant qu'elles vont couper. Donc, je t'en parle parce que c'est vrai qu'on est aussi dans le domaine des émotions. Donc, c'est important de le prendre en considération aussi. En fait, tout part de là. Parce qu'au-delà de la sensibilité du vécu corporel, c'est aussi toutes les projections qu'on s'est faites et qui sont des fois pas en adéquation avec notre ressenti. C'est-à-dire qu'on a des fois tellement idéalisé que quand on souffre un peu, on dit « Ah, mais j'ai mal, c'est insupportable !» Mais c'est la réalité, en fait. Donc, stop, tu vois, c'est aussi ça que j'ai envie de dire, c'est que cette projection de son soi idéal en tant que future maman, ou voilà, c'est une réalité qui est virtuelle. Là, on incarne quelque chose qui est différent. Donc, il faut lâcher aussi avec là-haut, en fait. Et c'est que de l'émotionnel à mon sens, parce que quand je reparle des chats, non, je ne suis pas un chat, je suis une humaine, mais non, mais c'est important, je l'ai déjà évoqué avec Lisa Boileau, on déconnecte avec le cerveau frontal, là. On n'est plus du tout connecté, en fait, tu vois, et c'est là où quand on remet à la place du chat, entre guillemets, ou du cheval, ou ce qu'on veut, ça permet aussi de se libérer beaucoup, beaucoup de fausses croyances, de chemises, de trucs, de lambeaux, qui ne sont pas la réalité forcément de ce que nous avons à incarner. Donc, à mon sens, hein, c'est hyper initiatique de devenir parent, et donc c'est que de l'émotionnel. Voilà, pour moi, c'est que ça. Voilà. C'est que de l'émotionnel. En plus, on sait, donc effectivement, il y a les différentes étapes, les différents états dont je parle effectivement dans le livre aussi, où effectivement, il y a les états conscients dans lesquels on peut être aussi pendant l'accouchement et dans certaines phases d'accouchement que tu as déjà abordé dans d'autres lives, notamment avec Elisa. Mais c'est vrai que ce dont on parle aussi beaucoup maintenant, et tant mieux, c'est vraiment au-delà des hormones, ça fait partie des hormones, il y a des changements, notamment au niveau cérébral, qui se passent à ce moment-là, ce qu'on appelle le momi-brain, qui commence déjà pendant la grossesse. Et ce, jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Donc, il y a des personnes qui sont... j'en parle un petit peu dans le livre et notamment, je fais un petit coup à Jodie Palowski que j'aime beaucoup et qui est spécialisée dans le momi-brain. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent au niveau donc hormonal et au niveau cérébral chez la mère. Donc, on va de toute façon avoir vraiment des choses qui vont changer et c'est vrai et c'est normal. Donc en fait au niveau émotionnel il peut se passer plein de choses, au-delà aussi effectivement ce que tu disais des projections qu'on peut se faire, de l'idéalisation qu'on peut avoir, notamment moi de la grossesse alors que j'étais alitée, c'est de pouvoir finalement vivre ces 9 mois et plus, parce que du coup c'est vraiment les 4. Tu parlais, je t'entendais tout à l'heure dire les 5 chapitres, effectivement, parce que dans le livre, j'aborde le premier, deuxième, troisième trimestre, l'accouchement et le 4e trimestre. Donc c'est juste la petite aparté par rapport à ça. C'est important de le dire, parce que c'est vrai il y a des changements. Ouais, je trouve ça très intelligent de ta part. Enfin, c'est quand tu m'as proposé de participer à quelques chapitres. C'est tellement bien structuré et bien articulé qu'on comprend aussi le sens de ces fameuses, voilà, de toutes ces périodes-là qui ne sont pas
séquençables et dissociables les unes des autres, en fait. C'est un tout. Et c'est une évolution. C'est vraiment une évolution. Donc, pour en revenir, entre guillemets, à mon histoire, mais je fais des liens parce que c'est important de le comprendre. Donc, première grossesse, alité, il a fallu que je m'occupe. Parce qu'à un moment donné, regarder le plafond. En plus, en menace d'accouchement prématuré, moi, c'était un peu anxiogène parce que du coup, j'avais vraiment peur de faire des bêtises. Donc, il y avait ça qui se rajoutait par rapport à ça. Il a fallu que je me crée un monde. Ma deuxième grossesse, j'en reviens parce que du coup, je vais faire le lien, ça sera plus résumé. J'ai eu une deuxième grossesse alitée, au départ à la maison, puis après hospitalisée avec une petite fille qui est née avant terme, mais avec merci en tous les cas, qui est née bien moins avant terme que ce qu'elle devait naître. Donc j'ai eu énormément de chance par rapport à ça. Et pendant ces deux périodes, il a fallu que je me réinvente. Parce qu'être enfermée dans 35 mètres carrés entre 4 murs, très clairement, à 5 mois et demi de grossesse, quand on sait qu'on doit tenir jusqu'à la fin, ça peut être compliqué. Donc il a fallu vraiment que je me dise, ok, là, comment je vais vivre ma maternité, enfin ma grossesse, pour que ça soit entre guillemets le mieux, sachant que j'étais quand même très active à ce moment-là. Et du coup, il a fallu que je me crée un monde. Donc en fait, c'est passé aussi beaucoup par l'environnement. Je ne dis pas qu'il faut refaire sa maison complètement et se refaire la déco complètement à ce moment-là pour s'y sentir bien, mais ça peut être des petites choses. Ça va être, j'adore les plaids, donc un plaid pour s'emmitoufler. Ça peut être, moi je disais, voilà, des bougies. Je parle pas beaucoup de litho, mais un petit peu. Ça peut être en fait des objets symboliques qui vont nous accompagner. Et puis ça va être des moyens de se réinventer aussi à ce moment-là. Moi, finalement, il y a 17 ans, il y avait un peu moins Internet, donc il y avait peut-être moins de choses à faire. Aussi, c'est clair. Mais voilà, c'était la période des 24 heures, mais 24 heures enceinte, on le vit pas de la même façon. C'est un peu angoissant aussi. Donc peut-être des séries un peu plus douces, mais en tous les cas, de pouvoir se dire, je vais ralentir le rythme, mais c'est aussi une opportunité pour pouvoir se reconnecter à soi. Moi, l'apto, ça m'a énormément servi parce que du coup, ça m'a permis aussi de me connecter vraiment à mon bébé. J'aurais peut-être pas eu cette opportunité en travaillant finalement beaucoup plus. Donc, je l'ai vu finalement comme une chance par la suite. Et puis, la deuxième grossesse, quand j'étais hospitalisée, j'ai eu énormément de chance parce que j'étais dans une maternité qui m'a vraiment accompagnée, qui m'a permis d'avoir une chambre heureusement individuelle dans laquelle j'ai investi ma chambre. Alors, une chambre d'hôpital, c'est pas forcément super glamour, mais c'est pareil. J'ai essayé de mettre un objet symbolique, la photo de mon fils, un doudou de mon fils qui pouvait venir me voir à ce moment-là. Et c'était de se dire comment je vais vivre ce temps, ralentir et voir peut-être les choses un petit peu autrement. Donc, et accueillir finalement aussi mes émotions à ce moment-là qui pouvaient être difficiles parce que c'était un coup, je me sentais bien. 2 jours après, je me sentais au fond du trou en me disant que ça allait pas le faire. Donc, moi, c'était un condensé, entre guillemets, un peu intense. Je dis pas que toutes les grossesses sont comme ça et loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est parti de là en disant, il va falloir vraiment que je me réinvente. Et le fait de me réinventer, m'a permis de me connecter vraiment à moi, à me connecter vraiment à mon bébé et de vivre les choses peut-être différemment. Je l'ai vécu vraiment comme une chance par rapport à ça. Je suis désolée, j'ai eu un petit, je sais pas si on entend des gling gling. Je vais Non, ça va. Complètement parce que du coup j'ai eu des gling qui ont sonné à ce moment-là. Du coup je me suis un peu perdue. Je suis désolée. Et puis pour ma fille, j'avais des outils en fait. Donc je m'étais un petit peu formée entre-temps parce que j'ai fait ma reconversion. Donc je connaissais de la sophrologie, parce que du coup je suis devenue sophrologue entre-temps. Je pratiquais du coup l'autonomie parce que j'ai appris aussi cet accompagnement. Le yoga. Et en fait, j'ai mélangé. Je vais dire c'est presque un parcours du combattant pour devenir aptonothérapeute, aptonomiste, apto quoi.
Alors, moi, donc il y a plusieurs écoles, je ne rentrerai pas dans les débats. Moi, j'ai eu la chance d'avoir eu des enseignements aussi en direct et avec Max Ploquin qui est décédé, mais qui formait beaucoup à ce moment-là, auquel j'ai pu assister aussi à ces formations. Et puis d'autres choses qui m'ont... C'est pour ça que j'appelle pas ça, moi, aptonomie classique. Je dis le mot parce que c'est celui qui est le plus connu. En fait, celui de Franz Weldmann, et c'est le plus strict, en tout cas, parce que c'est l'initiateur, on va dire. Donc, c'est vrai que c'est un peu comme les fleurs de bac, en fait, tu vois. C'est un peu comme le centre bac où c'est, tu vois, c'est là où le bac a vécu et on est carré, et voilà, et c'est pas autre chose. Après, il y a d'autres pratiques de fleurs de bac, mais ça n'appartient pas à la base, en fait. Je pense donc, moi, je ne fais pas partie de cette école-là. C'est autre chose. Après, moi, c'est un choix aussi parce qu'effectivement, et je veux pas rentrer dans ces débats parce que c'est pas le cadre. Effectivement, je fais attention à ce que je dis par rapport à ça. Je remets dans le cadre. Je parle effectivement d'aptonomie parce que moi, je l'ai pratiqué entre guillemets avec une sage-femme qui était vraiment autonome et puis avec plusieurs personnes. Mais effectivement, pour moi, c'est ce qui m'a inspiré dans la communication sensorielle dont je parle dans le livre, qui est vraiment finalement se connecter, être dans un état de présence, se connecter à soi, à tous ses sens, à son intuition, être vraiment dans un état de présence, comment dire, très subtil, que ce soit au niveau du ressenti, mais aussi au niveau du toucher. Donc ça englobe finalement tous les sens. Et effectivement, on dira, bah oui, mais le yoga, c'est pas compatible avec la tenue. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est justement dans quel état de conscience on va être à ce moment-là. Et on n'est pas obligé, même en yoga, de faire forcément des respirations au carré. Donc voilà, c'est tout un état d'être. Et donc voilà, ça, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, du coup, j'ai essayé d'expérimenter des techniques qui me faisaient du bien, qui me permettaient de me connecter à mon corps, à mon bébé, d'accueillir mes émotions, d'accueillir mes sensations, de parler à mon bébé. Ça pouvait être par la pensée, par le toucher, par la parole, par des vibrations, par le chant. Et j'essaie d'être créative vraiment à ce moment-là. Donc en fait, c'est vraiment de trouver à ce moment-là ce qui pouvait être OK pour moi. Je dis bien OK pour moi, parce que du coup, c'est ça qui est assez génial dans les accompagnements, c'est que quand on a plein d'outils, finalement, moi j'essaie de me caler sur la personne que je vais avoir en face de moi. Mais c'est vrai que, voilà, ça passe par des expérimentations. Et en même temps, c'est génial parce que quand on est parent derrière, ça passe par des expérimentations aussi. Bien sûr. On s'adapte aussi aux besoins du bébé in utero que on ressent en tant que maman. Et après, moi, je pense que, bon, après, c'est mon point de vue, mais que tout est bon et que tout est juste, même si ça peut paraître, entre guillemets, ceci ou cela. Après, c'est une question de dosage, c'est une question d'équilibre, c'est une question de bon sens. Et je pense que s'écouter aussi, c'est vraiment important. Bien sûr, et toutes les techniques sont bonnes, que ce soit l'autonomie, le yoga, etc. C'est juste pour moi s'approprier ce qui est bon pour soi. C'est vraiment parce qu'on est toutes différentes, parce qu'on n'aura pas les mêmes besoins. Et c'est pas parce qu'on est fan du yoga à un moment donné ou qu'on déteste la méditation qu'on n'en aura pas besoin à ce moment-là. Et c'est de pouvoir se dire c'est une opportunité d'expérimenter. Parce qu'à ce moment-là, ça sera OK pour moi ou pas. Et puis ça permet par la suite aussi peut-être pendant l'accouchement, justement, de se dire, bah voilà, au lieu de dire, on m'a appris ça, je fais ça, c'est de se dire de quoi moi j'ai besoin. C'est pour ça que je reviens dessus avec les émotions. Et pourquoi j'ai voulu parler de tout ça, c'est parce que le bébé, quand il est in utero ou quand il naît, tout passe par son corps, par ses sens. Il n'a pas encore la capacité de mentaliser les choses, ni de se dire, bon, là j'en fais un peu trop, mon mental me dit qu'il va peut-être falloir que je calme le jeu. Non, en fait, c'est que du sensoriel. Et quand je parle du sensoriel et des sens, c'est pas les 5 sens, c'est bien plus large que ça. Et je trouve que c'est le moyen aussi de pouvoir conscientiser ce que peut vivre un bébé et de pouvoir aussi par la suite valoriser vraiment sa sensibilité. Je parle pas forcément d'hypersensibilité là pour le coup. Un bébé n'est de toute façon extrêmement sensible, et c'est le propre
de l'homme finalement, la sensibilité. Donc, tout ce livre, c'est vraiment de se dire, ok, je vais prendre ce temps pour moi, pour me découvrir, mais pour aussi découvrir l'autre. Et ça passe par, j'ai besoin de prendre soin de moi. Et c'est pas un acte égoïste. Au contraire, c'est pour mieux pouvoir entendre l'autre, pour mieux accompagner l'autre, pour pouvoir entendre l'autre parce que il sera différent de moi. Je parle de l'autre, c'est pas le mot entre guillemets vulgaire de parler de quelqu'un, c'est l'autre, ça veut dire le coparent, donc homme-femme, ça peut être aussi la personne qui nous accompagne si on est maman solo par exemple, et puis c'est accompagner son bébé et l'accueillir tel qu'il est avec sa singularité. C'est ça, c'est pas un mini-moi à l'intérieur. Hein. C'est pas un mini-moi, exactement. Et c'est ça aussi que ça peut être difficile, et ça peut être difficile aussi émotionnellement parce que quand on est parent, parce que on s'attend pas forcément, on a beau le savoir, on s'attend pas vraiment à la réalité parce qu'entre l'enfant qu'on désire, l'enfant qui va naître, il y a des fois un décalage. Et je te rejoins par rapport à tout ça, par rapport à l'émotionnel, c'est finalement apprendre à se connaître. Ça permet aussi d'accueillir l'autre, de s'accueillir soi avant tout, et puis de pouvoir avoir cette aide aussi émotionnelle, notamment avec les fleurs, qui peuvent être justement un outil qui est, je sais pas si t'appelles ça outil, mais en tous les cas, Ouais, après, c'est compliqué de le nommer parce que c'est pas une trousse à outils, c'est pareil, le yoga, c'est pas un outil, mais bon, c'est une vulgarisation qui peut s'entendre. Hein. En tout cas, c'est très soutenant, c'est certain, parce que au lieu de rester dans un état émotionnel qui peut être très perturbant, bah, notamment avec la rencontre de cet individu qui est à part entière, qui est ni moi ni l'autre, mais qui est juste lui. Il peut y avoir plein de choses aussi. Bon, c'est parce qu'on parle de ça, mais tu vois, quand on arrive à la maternité ou à la clinique, peu importe, ou chez soi, et que chaque fois la personne qui arrive, qui fait partie du membre du compagnon ou de la compagne, qui va dire ah, il ressemble à ton oncle, ou ah, c'est un portrait de ton père, et tout, stop en fait. Alors c'est vrai, mais en flûte en même temps. Il y a toute cette charge aussi mentale qui fait qu'il y a des moments où des fois le parent ne se reconnaît ni dans l'un ni dans l'autre, ni de ceci ni de cela. Et puis la projection du bébé idéalisé pareil, hein, parce qu'encore une fois, il a son tempérament, son caractère, ses pathologies des fois aussi, in utero aussi, qu'il faut accepter aussi. Et puis des fois, voilà, ce qui se passe aussi à l'arrivée, tout peut être extrêmement complexe. Et donc, on est de toute façon tellement bouleversé émotionnellement dès le départ. Hein, et jusqu'à au moins 3 ans, voire peut-être plus. Non, même à l'adolescence, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui bouleversent. Non, mais par contre, moi, je sais que j'aime beaucoup justement tout, et ça m'a beaucoup aidé, tout ce qui est aspect pleine conscience, de se dire que tout est impermanent. Ça veut dire que on va être enceinte, les 3 premiers mois, ils vont être d'une certaine façon, les 3 mois d'après vont être d'une certaine façon. L'accouchement, on passe par plein de phases. Le postpartum, on va passer du moment où peut-être que le bébé, ça peut être souvent ça, mais va beaucoup dormir les 2 premiers jours et puis après il va beaucoup pleurer parce que c'est des phases et c'est naturel. Tout ça, en fait, tout est naturel en fait. Tout est possible. Il n'y a pas de quelque chose entre guillemets de pas naturel. Le corps est bien fait, l'évolution. Mais c'est vrai que c'est d'accepter en fait que les choses vont bouger en permanence, que nous on va bouger, qu'on va changer, que notre bébé il sera pas même au niveau des ressentis. Bon, au début on le sent pas, après on va le sentir, puis on va le sentir un peu plus fort, et puis un jour il va un peu plus bouger que l'autre, et voilà. Puis notre ventre il va changer de forme, et puis pendant l'accouchement on va changer de position, puis on va être sereine, et puis un peu moins, et puis en poste on va être peut-être très fatigué, et puis à un moment donné ça va aller mieux, mais que toute cette phase en fait elle dure pas. Et c'est un moyen aussi d'accueillir le changement. Et il y a des aides, notamment par rapport à ça. Déjà, de l'acceptation, l'accueil vraiment de ces émotions, parce que je pense sincèrement que c'est, pour moi, vraiment, une des clés, c'est de pouvoir, et dans la vie, hein, c'est pas pendant la grossesse, mais je trouve que la grossesse est le moment où on peut se poser toutes ces questions, et c'est un point de départ incroyable. Et c'est de se dire que j'apprends à me découvrir, je prends ce temps d'introspection, et même si j'ai pas une grossesse alitée, c'est d'avoir à un moment donné cette possibilité de
ralentir, ça ne veut pas dire ne plus rien faire, et ça ne veut pas dire ne pas être en mouvement, mais finalement se découvrir pour pouvoir découvrir l'autre et pouvoir accueillir finalement tous ces changements parce que ça va durer et que notre bébé, il va changer parce qu'il va peut-être faire pas ses nuits, puis un jour il fera ses nuits, puis après il va avoir une poussée dentaire, donc les nuits qui nous arrangeaient, bah, il n'y aura plus de nuits qui nous arrangeaient. Et en fait, il faut se réadapter tout le temps avec ce que la vie nous offre à ce moment-là et avec les émotions qu'on va vivre qui vont être changeantes tout le temps. En fait, c'est le propre de l'émotion aussi. Oui, puis Donc, avec ce que va proposer aussi, voilà, comme tu disais, l'accompagnant, hein, le coparent qui va aussi avoir son émotionnel. Et puis des fois, il y a déjà des enfants aussi, hein. Donc voilà, il y a des contextes aussi professionnels qui peuvent impacter. Enfin, il y a plein de choses. Il y a la maladie, il peut y avoir des décès. Enfin, il y a la vie plus la vie, quoi. Donc c'est voilà. Et tu parlais de changement. Alors c'est pas la fleur du changement. Je sais qu'on souvent on dit que c'est la fleur du changement walnut, mais c'est la fleur des moments où quand on est hypersensible, on est impacté par quelque chose et qui va justement nous changer. Alors que la chose arrive, c'est ok. Mais il y a des moments où il y a cette espèce de justement d'impermanence qui fait que bah, c'est ok, ça passe. Et puis il y a des moments, bah, ça ne passe pas du tout là. Et on le prend très très mal et du coup ça nous bouleverse et ça nous change et on est perméable justement alors que d'habitude on est imperméable et quand on est trop perméable ben c'est compliqué à gérer parce que il y a notre propre émotionnel plus tout ce qu'on capte et là ça fait une espèce de surenchère émotionnelle et ça prend des fois des proportions qui peuvent être très préjudiciables en fait après bah, pour le lien in utero, pour l'accouchement, pour après aussi. Euh, parce que des fois, il y a des parents aussi, en tout cas des mamans qui peuvent être aussi dans cette colère aussi à l'égard du bébé, alors que c'est pas lui dont il s'agit en fait. Hein. C'est aussi la maman qui dysfonctionne émotionnellement. alors du coup, ça j'en parle beaucoup aussi dans le livre, que c'est aussi normal de se poser des questions, que effectivement le stress peut avoir un impact. Tous les stress n'ont pas le même impact. C'est aussi important. Et les émotions, c'est normal. Et c'est normal aussi de pouvoir les évacuer. Il faut surtout pas se dire, oh, mon Dieu, je suis hyper triste ou hyper en colère, etc. Ça va avoir un impact. Non, c'est aussi normal. Et justement, ça permet aussi de libérer l'émotion. Et l'émotion, elle va effectivement, et je te remercie de le préciser, parce que tout ça, effectivement, c'est valable et pour le conjoint et pour la mère, donc pouvoir poser des mots. Moi, je donne des astuces aussi dans le livre de comment accueillir ses émotions, comment pouvoir éventuellement les laisser être, en tous les cas. On évite de dire, effectivement, de gérer les émotions, parce que ça fout une pression de dingue, et c'est pas facile, mais en tous les cas, de les accueillir, de les comprendre, et en faire en sorte qu'elles se libèrent pour pas que, justement, on s'entraîne trop. Donc, il y a les outils aussi de Fleur. Il y a aussi, ce que je dis beaucoup, parce que là, on en parle, de pas rester seul. Dans le sens où on peut avoir une doula, on peut avoir une sage-femme, on peut avoir une psychologue, on peut avoir les médecins, on peut avoir une meilleure amie. À partir du moment où on sait que la personne va être quelqu'un de fiable, qui va pouvoir accueillir ce qu'on est en train de vivre sans jugement, ça me paraît important de le dire, et parce que c'est important. Et ça, c'est vraiment dans la vie. Pour la petite anecdote, parce que moi j'étais accompagnée par Alix qui m'a accompagnée dans l'écriture du livre, qui a participé grandement aussi. Je dis c'est des madoulas. Parce que moi aussi, pendant cette gestation, c'était vraiment un processus d'accouchement. Je suis passée par plein de phases. Et il y a des moments donnés, j'étais super contente qu'elle soit là, en me disant, écoute, là, je vais craquer, en fait. Là, je peux plus. Et donc, elle était là pour m'écouter, et juste ça fait du bien. Donc, je remercie ma doula. Mais c'est bête, mais c'est vraiment, je dis ça parce qu'on peut dire oui, c'est pas que la grossesse, c'est d'une façon globale, c'est de pouvoir finalement être accompagné dans quelqu'un qui va, par quelqu'un qui va vraiment être présent dans ce qu'on va vivre et qui va accueillir les émotions avec le plus de douceur.
je dis pas forcément que c'est forcément son conjoint, sa maman, si on a la chance d'avoir une maman présente, la belle-mère, la meilleure amie. Mais des fois, c'est quelqu'un, ça peut être une voisine, mais de pas rester seul là-dedans et surtout vraiment de pouvoir le poser. Parce que c'est vrai que on parle un peu d'huile essentielle, on parle de fleurs de bac, on parle de beaucoup de choses dans le livre par rapport à ça, mais ce sont des outils. Et ça remplacera pas l'humain non plus et l'accompagnement qu'on peut avoir derrière. Toi, par exemple, Nathalie, effectivement, de dire, voilà, peut-être que là, j'ai des astuces dans le livre et peut-être que j'ai besoin de consulter et c'est peut-être aussi une piste à aborder qui peut faire du bien. Enfin, pour moi en tout cas, plus on va être entre guillemets entouré, plus on va être accompagné dans ce qu'on est en train de vivre, mieux ça sera parce que les émotions, c'est pas forcément évident à il y a beau avoir des outils, c'est pas un outil magique en fait. C'est pas donc c'est vraiment ça fait partie de quelque chose et je pense que c'est important aussi de dire que tout ça c'est normal et de pas rester seul, que ce soit en prénatal, pendant l'accouchement ou par la suite parce que très souvent en fait c'est là où on peut se sentir un peu plus démuni. Et c'est vrai qu'on peut aussi se sentir coupable par moment de ressentir des émotions. Et comme tu t'es dit très justement, c'est important de les exprimer, puis de faire la distinction aussi entre ce que je ressens, et puis de parler au bébé aussi, de dire que c'est pas que lui n'est pas la source forcément, et que s'il est la source, en tout cas c'est sa croyance de la maman, et qu'elle peut se tromper aussi, et que dans ces moments où elle perd pied, bah, il y a des moments où elle ne sait plus, et du coup elle a fait un amalgame, et que tout est possible en fait, et que c'est entendable aussi de se tromper, et des fois de ne pas savoir, tu vois, et, euh, et de remettre. Alors il y a des moments où on n'est pas en faculté parce qu'on est tellement submergé par l'émotionnel qu'on n'est pas en faculté justement d'avoir une forme de dissociation aussi, hein. C'est justement parce que là il y a trop plein, mais quand on est de nouveau en mesure de le faire, ben voilà, il y a plein de petites techniques qui font aussi qu'on est aussi en mesure. Après il peut y avoir des choses très simples en fleurs de bac comme le rescue, hein. Complètement. Alors, je l'avais sorti là, mais j'ai pas le flacon, il faut que je me déplace, mais ça va être compliqué. Bref, on peut aussi appliquer de la crème rescue, tu vois, sur le visage, sur le plexus, dans les moments où on sent qu'on est trop débordé et qu'on peut pas appeler sa maman, sa belle-maman, sa meilleure amie, sa doula, sa psy, etc. Ça peut être aussi une solution d'urgence, entre guillemets, parce que rescue, ça veut dire quand même sauvetage, au départ en anglais. Edward Bach qui le donnait comme ça. Bah, ça peut être quand même des premières intentions pour éviter de péter les plombs, perdre pied, être submergé, s'effondrer. Parce que c'est OK quand c'est quelques secondes, mais quand on sent que ça perdure et que ça nous empêche et ça nous handicape, bah là, il y a un truc qui... Enfin, c'est pas la peine de le laisser patauger, en fait. Donc, moi, je suggérerais voilà, d'avoir du rescue avec soi. Alors maintenant, il y a plein de rescue sans alcool, hein, donc ça marche très bien. Après, j'ai quand même pris un petit flacon en verre teinté pour sécuriser aussi tous les papas, les mamans, les doulas, tous ceux qui connaissent pas, les professionnels de santé, qui vont écouter cette vidéo en disant, oh là là, mais elle est cinglée, elle dit n'importe quoi, il y a de l'alcool et tout. Oui, il y a de l'alcool, c'est vrai, dans les flacons, mais il y a des fleurs de bac aussi sans alcool. Mais au-delà de ça, quand on prend des fleurs de bac, on les prend pas pures dans la bouche déjà, donc voilà, on est sécurisé aussi. Et puis on va mettre 2 gouttes de chacune des fleurs dont on a besoin dans un flacon de 30 millilitres. Qui fait qu'après, vraiment, soyez vraiment sécurisés. Il y a pas de souci par rapport à ça. Ce sont des doses tellement infimes que ça n'a pas d'incidence plus que certains aliments qu'on peut prendre ou des sirops qui sont à base aussi d'alcool ou des teintures mères. Complètement. Hein, c'est important de le dire aussi parce que je pense que c'est voilà, après il y a des mamans qui fument, il y a des mamans qui boivent, c'est pas la meilleure solution et il y a des mamans elles peuvent pas faire autrement ces mamans-là. Et il y a des bébés qui naissent quand même. Parce que ça déclenche de tels stress que c'est pas forcément le meilleur. Effectivement. Et puis après il y a les doutes qu'on peut avoir et les questionnements qu'on peut avoir et puis des fois on a le droit d'être juste triste. Et effectivement c'est toujours bien que ça permet de communiquer, de dire voilà bah, aujourd'hui je me sens triste parce que j'en sais rien, j'ai ma copine qui s'est cassé le bras, mais voilà, c'est pas toi. Moi, je suis triste. Voilà ce que je suis en train de vivre. Et c'est intéressant. Il y a d'autres techniques et dont une que j'aime bien aussi pour donner un petit tips qui est beaucoup plus simple aussi là-dedans, qui est en complément des fleurs, etc. et qui m'avait été
donné par Saverio Tomasella, que je remercie, qui est en fait de prendre une boîte de Kleenex, et puis en fait à chaque fois qu'il y a une émotion, quelque chose, c'est de pouvoir le mettre dans la boîte. On peut décorer la boîte et il y a une émotion, boum, et quand la boîte elle est pleine, c'est poubelle. Ça c'est une autre façon de pouvoir évacuer aussi des choses qui nous pèsent, et qui permettent aussi de pas forcément avoir une discussion à ce moment-là qu'on n'aurait pas envie, parce qu'on n'a pas envie, des fois on ne sait pas le gérer non plus, avec son enfant. Ça peut être de l'écriture aussi, au-delà de la boîte, mais ça peut être, moi je travaille beaucoup avec les cahiers d'écriture, je vais noter. Donc il y a la différence entre le journal de grossesse, moi j'accompagne avec le journal de grossesse, qui est vraiment le journal un peu créatif, on n'a pas besoin de savoir dessiner, etc., dans lequel on a posé des choses et qui vont être aussi un beau souvenir de transmission à son enfant. Et puis, il y a des fois, on va pas forcément à l'intérieur, on peut raconter l'histoire, parce que je trouve que c'est toujours bien de raconter l'histoire, mais il y a des choses qu'on n'aura pas forcément envie de poser à ce moment-là, parce qu'émotionnellement, c'est trop compliqué, donc on peut avoir aussi son petit carnet dans lequel on va dire, ok, je vais dessiner, je vais gribouiller, je vais les choses, mais au moins, voilà, ça me permet de les exprimer si c'est compliqué, parce que tout le monde n'a pas forcément des techniques autres. Parce que dans le côté émotionnel, il y a plein de choses. Il n'y a pas ni que la psychothérapie, ni que l'écriture, ni que les fleurs de Bach, ni que la respiration. Il y a beaucoup de choses. Et je donne tous ces exemples-là, c'est justement de se dire, trouver aussi ce qui est OK pour vous à ce moment-là et expérimenter, c'est un jeu, ça peut être entre guillemets sous forme de jeu aussi. Tiens, aujourd'hui, je vais expérimenter ça. Qu'est-ce qui me fait du bien aujourd'hui? De quoi j'aurais besoin? Qu'est-ce qui me fait du bien? Et c'est des habitudes, en fait, qu'on peut prendre. Justement, c'est un vrai cadeau, cette grossesse, de pouvoir dire, je vais prendre des habitudes. Et puis finalement, j'ai, a priori, à peu près 9 mois. Peut-être pas parce que des fois, il y a 3 mois et puis des fois, on peut accoucher un petit peu avant. Je parle pas forcément de prématurité, mais je peux expérimenter, et plus je l'aurais expérimenté avant, que ce soit une respiration, l'habitude de prendre ses fleurs, ou chaque habitude, en fait, sera déjà quelque chose d'ancré qu'on n'aura pas besoin de rementaliser par la suite. Parce que l'idée, c'est finalement d'induire des choses qui vont faire partie de notre vie. Comme, je prends ma douche tous les jours, je me brosse les dents. On se pose pas, on dit qu'il faut le faire, on le fait, et c'est une habitude. Et là, je pense qu'avec des petites choses, et j'essaie vraiment dans le livre de simplifier vraiment les choses, de dire, on peut prendre des habitudes, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit apprendre à prendre du temps pour soi, parce que ça peut être, ok, enfin, t'es gentil, mais moi je bosse, j'ai des enfants plus grands, etc., comment je fais? Mais des fois, c'est juste, je me pose, je respire, je vais me centrer sur moi. Ça peut être juste, je m'allume une bougie, je regarde ma bougie pendant 1 minute, je vais me prendre un bain, ou je vais rentrer à pied du travail si j'en ai besoin et que je suis pas à 1h30 de marche et avec des contractions. Je vais dire n'importe quoi, mais c'est chacun de trouver des choses à faire. Pareil, dans le livre, j'en parle, je parle de la marche, je parle de pas mal de choses. Donc j'essaie en tous les cas de donner un maximum d'idées. Moi, j'ai pas la science infuse. Je propose des idées, des choses que j'ai expérimentées, dans l'idée que chaque femme puisse trouver ce qui est OK pour elle et que chaque coparent puisse trouver ce qui est OK pour lui ou elle. Parce que je reste convaincue que plus on va s'accueillir, plus dans sa singularité, plus on pourra accueillir l'autre dans sa singularité aussi, et notamment son bébé, et de pouvoir se dire, ok, là, je vais observer aussi mon bébé comme je me suis observée moi. Qu'est-ce que je vais remarquer? Tiens, j'ai remarqué que quand il avait besoin d'être un peu plus dans la pénombre pour s'endormir, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des bébés, au contraire, qui aiment pas trop quand il fait trop noir ou qui a pas de bruit du tout. Surtout s'ils ont été habitués à avoir un peu de bruit autour. C'est pas parce qu'on voit des choses dans les livres, c'est pas parce que dans le mien j'ai écrit des choses que c'est ce qu'il faut faire. Non, ce sont des pistes pour être créatif. Et puis je parle beaucoup, entre guillemets, d'intuition. C'est de se dire, finalement, je vais me connecter à moi, à mes ressentis, à mon corps, à mon cœur,
Et, et je vais peut-être d'un seul coup avoir, ouais, c'est ça dont j'ai besoin. Et puis ça va arriver par plein de choses, par un ressenti corporel, par, une intuition, parce qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui sont très intuitives, qui les sens sont affinés pour beaucoup, et de pouvoir faire ça. Donc c'est vraiment de s'écouter et de pouvoir finalement écouter son bébé qui lui va vivre ça tellement intensément. Quand il pleure, bah voilà, il va pas dire bon bah c'est débordant, c'est des sens, c'est juste voilà, comment dire, c'est du pur sensoriel en fait, je dirais, avec les mots. Mais en fait, Donc, en t'écoutant, j'ai une vieille image, vieille de 30 ans. Mon fils est né à 30 ans et je me suis revue dans mon tout petit appart. J'étais maman solo, hein, et à l'époque, ça n'existait pas les écharpes de portage. Hein, il y a 30 ans, on n'en parlait pas du tout, du tout. Et déjà, moi, j'étais déjà précurseur, entre guillemets, parce que j'avais fait venir un porte-bébé Baby Björg, un truc comme ça, Baby Björg, ouais. qui venait de Suède. Lui aussi, hein. Ouais, qui venait de Suède. Mais toi, il a 17 ans, moi, il a 30 ans, tu vois. Il venait de Suède et il était super ergonomique, machin, tout patin couffin, comme j'adorais. Et je me revois là en t'écoutant. Tu parlais de créativité, de trouver son truc, parce qu'effectivement, c'est important de le dire. Moi aussi, j'écris des bouquins et j'ai envie de dire, et à chaque fois, je le dis en warning, ce ne sont pas des recettes, en fait. Ce sont des intentions, c'est une inspiration. Ce sont des invitations. Voilà, puis qui viennent de qui nous sommes, avec nos personnalités, nos perceptions, notre histoire aussi, évidemment. Et donc, je me retrouve là à me voir, effectivement, il est fatigué, c'est fin de journée, il n'arrive pas à s'endormir, mais du coup, je cuisinais avec lui dans le porte-bébé, en fait, et on faisait du pot à pot, voilà, dans les moments où c'était compliqué aussi pour lui. Et je l'avais trouvé dans aucun bouquin, déjà, je bouquinais pas, il n'y avait pas autant, à part Laurence Pernou, il y avait rien sur Terre finalement, hein. Et donc je l'avais déjà dit, j'avais ouvert ce bouquin, je l'avais refermé tout de suite, donc je m'étais pas du tout inspirée par rapport à ça, mais voilà, j'avais trouvé mes codes et mes fonctionnements aussi à l'époque, et donc il y avait quasiment pas de poussette au début, quoi. Et moi j'ai mis une poussette, mais très très tard finalement, enfin un espèce de landau là, et ça m'a pas du tout convenu. Je préférais l'avoir tout le temps sur moi. Et c'était très bien comme ça en fait. Et c'est important de le dire, d'être créatif, parce que voilà, on se laisse inspirer, je pense, pour les écharpes de portage, c'est pareil, on s'est inspiré aussi des peuples qui sont pas du tout voilà, européens, parce que on est inspiré aussi par des gens qui vivent au quotidien avec d'autres cultures et d'autres mœurs. Donc, Complètement. c'est chouette. Et puis, c'est ça qui est super intéressant. Alors, après, moi, c'est pareil, tout ce que je dis, c'est ma façon de voir les choses. Je dis pas que c'est la bonne façon. C'est ma façon. Et je dis ça à l'heure d'aujourd'hui. Et peut-être que dans 2 ans, je dirais, finalement, ce que je disais, c'était des grosses conneries. À l'heure d'aujourd'hui, c'est ma façon de penser. Dans, entre guillemets, ma philosophie. Effectivement, tu parlais du porte-bébé Baby Björn. À un moment donné, c'était, ça, je parle il y a déjà quelques années. C'est vrai que c'était, on entendait beaucoup, le Baby Björn, c'est pas bien, machin et compagnie. Moi, je me suis retrouvée, je travaillais dans le social à un moment donné, et avec des femmes qui savaient porter leur bébé en écharpe et qui préféraient prendre un Baby Björn parce que ça passait mieux aux yeux de la société, alors qu'elles savaient très bien le faire. Et je lui dis, mais tu sais porter ton bébé, pourquoi tu le fais pas comme toi tu le fais? Mais non, mais j'ose pas, en plus on va me juger, etc. Mais à l'inverse, de dire, il faut que je porte mon bébé en écharpe, truc muche, etc. Alors, on n'est pas une adepte de portage, et que on a, parce qu'il y a un moment donné, il faut pouvoir l'acheter l'écharpe, etc. Et qu'on nous a prêté un Baby Björn, déjà on peut installer le bébé un peu différemment dans un Baby Björn, et je dirais que si ça peut sauver une maman qui ne pètera pas un câble parce que pendant 10 minutes, elle est sortie acheter son pain ou chercher son enfant parce que c'est plus simple à mettre pour elle, et que voilà, mais ça évite qu'elle pète un câble dans son écharpe. Donc, c'est pour ça qu'on entend beaucoup de choses. Il faut faire ceci, il faut faire cela. En tous les cas, j'ai essayé, moi, d'avoir un discours beaucoup plus posé là-dedans. J'espère que ça sera entendu. Je m'excuse si c'est pas entendu, mais en tous les cas, ce que j'encourage, c'est vraiment de se dire, ok, voilà, il faut faire attention à ça parce que ça peut être
une charge mentale en plus de j'ai pas la bonne écharpe, j'ai pas porté, il pleurait, j'ai pas répondu aux besoins. Je fais juste une petite aparté parce que là, c'est un moment pour moi d'émotion. C'est que j'ai vu beaucoup de personnes qui me sont chères, qui viennent de passer, que j'ai accompagnées. Elles se reconnaîtront là très récemment, que j'ai accompagnées pendant leur grossesse ou après, ou il y a bien plus longtemps. Et du coup, déjà, je vous remercie d'être présente. Et puis, je la remercie surtout parce que c'est grâce à vous toutes et même les personnes que j'ai vues la semaine dernière, voilà, ou il y a quelques jours même, c'est peut-être même pas la semaine dernière, parce que c'est vous, entre guillemets, c'est vous qui m'enseignez tout ça aussi. Et de vous voir en fait toutes. Ben moi, où je suis hyper contente, c'est que au-delà de la culpabilité que certains ont pu avoir de dire je fais pas ceci, je fais pas cela, et toi tu sais parce que t'es non, moi j'en sais rien, j'ai fait que des conneries aussi pendant mes grossesses. On fait des expériences, on fait des expériences. Ce sont des expériences qui ont amené à autre chose, et vraiment pour connaître certaines beaucoup. Et ben, vous pouvez être super fiers de tout ce que vous avez fait parce que je les ai vues en tant que maman, pour certaines, avant d'être enceinte ou en postnatal. Et tout ce que j'ai vu, c'est que juste faites-vous confiance et continuez à le faire parce que voilà, j'ai rien eu finalement. C'est pareil, je fais le rapproche avec le livre, je n'ai rien à enseigner, j'ai juste, entre guillemets, mon travail, c'est de vous faire réaliser que vous êtes les bonnes mamans pour votre bébé et que vous savez faire quelle que soit la façon dont vous allez le faire. Évidemment, c'est pas je prends mon bébé, j'ai décidé de le secouer par les pieds parce que voilà, il y a bien sûr des choses à connaître et un minimum à savoir, mais vraiment c'est que vraiment voilà, c'est juste parce qu'elles sont présentes, c'est toutes vous avez, elles sont toutes réussies entre guillemets. Il n'y a pas d'échec. Au pire, ça sera une expérience qui amène à faire les choses autrement par la suite. Mais comme pour tout, c'est pareil. Tout est ok en fait. Ça reste quand même. C'est important de parler. Bon, on reparle des injonctions sociétales, mais du coup, je redégaine Walnut parce que c'est ça aussi, tu vois. Ouais. Et je vois des choses sur les réseaux sociaux, donc je dois faire ça et je me laisse aussi influencer par ce qui se passe. Alors que moi, j'avais peut-être pas forcément envie de faire ça. Bien sûr. Et je reste quand même focus sur ce que je suis et c'est ok en fait. Il n'y a pas à se conformer à quoi que ce soit. On est déjà tout plein de savoir en fait et de connaissances. Et la culpabilité, c'est pain, la fleur de la culpabilité. Hein, quand on s'en veut, qu'on se fait des reproches, etc. Et je vais sortir la fleur d'impatience par rapport à l'écharpe. Et je me disais, mais moi, j'aurais eu ça il y a 30 ans, mais en plus, j'ai maman solo, j'aurais pété un câble. Et là, je dégrafais, clac, clac, je couchais Paul. En plus, j'allais même des fois chez l'ostéo. Je posais sur le dos du baby Bjorn, il y a une espèce de petit matelas, et je le posais, il faisait dodo, je me remettais dessus, je remettais ça, et je repartais. Et il n'avait rien vu, il ne faisait que dodo. Donc, c'était exceptionnel pour moi. Donc, je sors la fleur de l'impatience. Pour ceux qui pètent les plombs en faisant des trucs, en disant, mon Dieu, ça ne va pas assez vite, alors que ce soit ça ou autre chose, là, c'est juste une anecdote, hein, mais la fleur impatience peut aussi accompagner les papas et les mamans qui ne sont pas dans la capacité de maîtriser tout ce qui ne va pas à leur rythme, c'est-à-dire tout ce qui est trop lent finalement, ou qui ne fonctionne pas rapidement. Donc voilà, bon, c'était une petite d'humour, mais c'est important parce que ça fait partie de important. Et complètement. Et là, je suis en train de réfléchir par rapport à ce que tu dis, effectivement, où je rebondis ce que tu disais dans la connaissance. Dans le livre, j'ai parlé de pas mal de choses. Donc, déjà, il y a toutes les personnes qui sont intervenues dans le livre, c'est des personnes avec qui je me suis formée, en tous les cas, j'en parle beaucoup, ou des personnes avec qui j'ai un lien particulier affectif. Toi, j'ai Pascaline qui a fait tout ce qui est de naturopathie. Donc il y a aussi cette partie-là parce que justement pour moi c'était important qu'elle puisse nous donner des petits tips. Sylvie Portas qui est praticienne en réflexe archaïque. Pour moi c'était indispensable d'aborder les réflexes archaïques, d'aborder. Alors après, ces sommaires sont vraiment c'est pas poussé, mais c'est de donner des choses aussi, parce qu'au-delà de se faire confiance, c'est
pouvoir avoir des bases, entre Des guillemets, repères. des repères. Pourquoi il y a, quel est l'impact du mouvement quand on a une grossesse alitée ou quand on bouge? Quelle est l'importance voilà, quel impact, entre guillemets. Alors, j'ai impact, c'est pas le bon terme parce que je le trouve pas assez doux, mais physiologiquement, qu'est-ce qui se passe au niveau, par exemple, des réflexes archaïques? Quels sont leurs rôles pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après? Juste savoir permet en tous les cas de faire plus les choses en conscience par la suite aussi. Quand on parle d'une vie brève, c'est de se dire, je suis pas timbrée. Quand on dit, voilà, j'ai perdu tous mes neurones, non, il y a vraiment quelque chose de physiologique derrière. Quand on parle d'accouchement, c'est pas juste, j'accouche, Comme on un m'a chat. dit ça et ça. Non, voilà de quoi ça parle. Et bah, je te laisse. Ben non, mais c'est pour parler dans ton sens, c'est pour parler de la sécurité. Hmm. C'est quand on a peur. On peut être aussi timide. Mais c'est ce que tu es en train d'évoquer, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'inconnu. Là, Oui. il y a des balises, il y a des professionnels donc, qui connaissent leur métier et qui peuvent donner des repères et qui vont nous guider comme un phare finalement. Et donc, quand on est en sécurité, on est OK, on y va et on se jette à l'eau et c'est safe en fait. Donc, on n'est pas inquiet et on ne vit pas une grossesse ou un allaitement ou un accouchement avec ça y est, on se fait des nœuds au cerveau parce qu'il pourrait y avoir tous les dangers. Et c'est pour ça qu'on écrit Oui. un bouquin. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est important aussi d'avoir des repères. Et après, le truc, c'est de se noyer dedans en s'imaginant le pire de tout ce qui pourrait arriver. Ce sont des informations et après, c'est à nous voilà, de nous servir aussi avec bon sens. Pas complètement. Et puis c'est vrai que là, on parle de fleurs, comme on parle, comme moi, je parle du livre. C'est pas parce qu'on parle de fleurs qu'il faut absolument que vous preniez des fleurs. Là, on en parle parce que ça va peut-être vous convenir. Il y a des personnes qui vont pas du tout être dedans. Exactement. C'est vraiment de se dire, voilà, c'est le thème parce qu'effectivement, c'est ton métier et que c'est bien parce que justement, ça va avec tout cette ambiance du livre, des émotions. Mais c'est ce qu'on disait, c'est pas que ça. Et encore une fois, c'est à chaque femme de trouver ce qui est OK pour elle. Je reviens par rapport à ça, d'ailleurs, c'est OK pour elle et OK pour son bébé. Les fleurs pour les bébés. Alors, in utero, c'est la maman qui va prendre c'est la maman qui va prendre les fleurs. Alors, quand tu me parles de ça, comment savoir que le bébé peut être impacté émotionnellement déjà in utero? Je ne sais pas. Parce que j'ai des exemples concrets, hein, s'il y a une gémellité et si un bébé décède, on peut peut-être présupposer, présager que celui qui reste peut avoir de l'émotionnel. Par contre, si je vis quelque chose et que j'apprends, je sais pas, la mort de mon père pendant que je suis enceinte, je vais avoir beaucoup de chagrin. De toute façon, si je prends du Star of Bethlehem, toujours pareil, dilué, hein, on est d'accord. Eh bien, cette fleur-là aura une action aussi sur le potentiel traumatisme perçu par le bébé. Et pareil pour l'allaitement, tu vois, quand le bébé est né, on ne va pas lui donner forcément des fleurs de bac en direct. S'il est impatient, si c'est un bébé qui a eu un traumatisme aussi à la naissance, etc., il pourra le prendre à travers le lait via que la maman aura pris ses fleurs. Mais on peut aussi donner un bain où on mettra des fleurs de bac. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai entendu, alors, j'ai pas de grandes connaissances en fleurs de bac, mais effectivement, j'ai toujours entendu dire, peut-être à tort, peut-être que tu vas me dire le contraire, que par exemple, effectivement, Star of Bethlehem était la fleur du choc, entre guillemets, et notamment du choc de naissance. Donc, je me dis, que ce soit dans le bain, ou peut-être, j'en sais rien, est-ce que tu peux, c'est des idées qui me viennent là, te dire, voilà, c'est une fleur qui pourrait finalement, puisque il n'y a pas non plus, ça va pas dérégler l'émotionnel d'un bébé, les fleurs. Donc, mais de se dire peut-être que si on se dit, voilà, cette fleur, elle me parle et par rapport à la naissance de mon bébé, j'aimerais l'utiliser parce que toutes les mères vont pas allaiter non plus. Me dire, je peux le mettre dans le bain ou peut-être que je peux le mettre dans une petite crème en massant le pied de mon bébé, par exemple. Exactement. Ça peut être ça, ça peut être aussi même sur le mamelon, tu vois, si tu allaites, ou pareil, hein, ou alors dans le biberon, tu mets des fleurs diluées
et tu mettras des gouttes dans le biberon. Après, quand on parle de choc Star of Bethlehem, je veux juste faire mon emmerdeuse professionnelle sur les fleurs de bac, mais c'est important. Parce que tu vois, quand on entend, on dit ah bah super, du coup, je vais systématiquement. C'est un raccourci que je fais exprès. Hein. Je dis pas que c'est ce que Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. et ouais, ou que c'est ce qu'on pourrait penser, mais je préfère quand même faire un petit récap, voilà. Quand on entend ça, on se dit ah bah d'accord, donc c'est la fleur de l'accouchement, c'est la fleur de la naissance du traumatisme, donc il faut absolument que j'en ai. Non, parce que quand on parle de traumatisme chez le bébé, on n'en sait rien exactement ce qu'il a vécu. Ça peut être carrément une terreur, hein. Il a pu avoir été terrorisé, on n'en sait rien. Donc c'est pas que du Star of Bethlehem. Tu vois, ça peut être de l'impatience aussi. Ça peut être aussi une forme d'apathie, de résignation et de, on a dire pousser, il se passe rien et le bébé vient pas et on vient le chercher aussi. Bon, il pourrait y avoir du wild rose à ce moment-là. Enfin, je dis pas n'importe quoi, mais j'essaie de trouver une idée juste pour montrer que les traumatismes à la naissance, ça se décrypte avec le parent qui va expliquer ce qui s'est passé et il n'y a pas de systématisme finalement. Et c'est vrai alors, moi, j'ai une question justement par rapport à ça. Est-ce que, alors, je dis pas que tu conseilles, mais en tous les cas, de pouvoir ouvrir au fait qu'effectivement, on peut consulter, parce qu'effectivement, il y a les fleurs, entre guillemets, dans le livre, mais on peut avoir besoin d'une consultation, ce que je disais tout à l'heure. Donc, on peut consulter enceinte, mais effectivement, on pourrait consulter, entre guillemets, en postnatal, que ce soit pour l'émotionnel de la maman, du coparent, mais finalement, ça pourrait être aussi de raconter l'histoire du bébé. Alors, ce qui me vient en tête là, mais de se dire, on sait que le bébé et la maman sont liés, mais de se dire qu'effectivement, on pourrait donner des fleurs au bébé et des fleurs à la maman. En fait, moi, je vais te dire tout, ça va être du prénatal, parce que des fois, il y a des croyances aussi déjà qui se préparent, même s'il n'y a pas de désir de grossesse actuellement. Hein. En tout cas, c'est pas qu'il n'y a pas un désir, mais qu'il n'y a pas forcément de début de grossesse. Moi, j'ai des femmes en prénatal, des femmes enceintes, et puis des femmes qui ont accouché, et même des jeunes adultes à qui je dis, est-ce que vous avez demandé comment vous êtes né? Comment ça s'est passé pour vous? Même quand on a 30 ans. Bien sûr. Parce qu'il y a toujours des liens. Et cette jeune femme-là, elle veut être maman. N'empêche que si elle n'est pas libérée de sa propre naissance parce qu'elle n'a pas eu d'infos, et c'est pas du tout pour incriminer la maman, hein, c'est peut-être pas, il n'y a pas eu d'infos parce que la maman ne sait peut-être pas. C'est ce que je dis toujours, il y a la maman qui accouche, mais il y a le bébé qui va naître. Ce sont deux histoires différentes. Bien sûr, la perception que j'ai moi de mon accouchement n'a rien à voir forcément avec le vécu du bébé, on n'en sait rien finalement. Et quand on fait du travail, soit en sophranalyse que je fais et à l'accompagnement des fleurs de bac, on voit bien qu'il y a des empreintes qui sont gardées, engrammées, émotionnelles, figées à mes 30 ans quand je suis née finalement. Parce que ma perception de moi, quand j'arrive là, c'est pas du tout ça en fait. Et des fois, même si c'est pas très conscient, juste en posant des questions à son parent en disant, au fait, tu peux me raconter comment c'était pour moi. On peut des fois avoir des infos. Des fois, l'adulte aussi va donner des indicateurs qui font largement penser à une césarienne ou à une circulaire du cordon ou un accouchement par le siège, mais juste dans sa façon de narrer sa vie, des événements qui sont très, très corrélés, exactement. Et donc ça, évidemment, ça se travaille aussi. Puis bon, c'est ce que je fais aussi avec Elisa Boileau, qui est sage-femme et ostéopathe. Elle fait la même chose. Elle refait des déroulés de naissance avec le toucher et en accompagnement à la parole. Donc franchement, les émotions, alors que ce soit les fleurs de bac ou pas, hein, en ostéopathie, en sophro, en ce que vous voulez, prénatal, enfin avant, parce que même quand on a 16 ans, on n'a pas envie d'être parent, n'empêche qu'il faut quand même aller revoir sa propre naissance aussi, parce qu'un jour, quand ça éveillera l'esprit, il y a des choses qui sont bloquées. Et donc, on parle de fertilité, j'ai fait un live aussi sur la fertilité la semaine dernière, c'est pareil. Toutes les fertilités ne sont pas que mécaniques, elles sont aussi des fois émotionnelles. Et donc, tout ça, ça se délite de façon très naturelle aussi en parlant de nos émotions. Et ça se fait très bien avec tous les tips que tu donnes aussi. Et puis, c'est pas que les émotions, c'est aussi l'alimentation, c'est un art de vivre en fait. Hein, voilà, mais bon. Hein, on est d'accord, on est en phase de toute façon. Donc voilà, ce que tu vis toi en consultation, c'est ce que je vis aussi. Et donc les recommandations là. Et par rapport au bébé, évidemment, on peut tout à fait consulter pour le bébé après lorsqu'il est né, évidemment.
Oui. Là, c'est quelque chose qui me vient justement par rapport à ça. Tout ça, on est en train de le dire, mais effectivement, l'émotionnel, c'est un sujet qui est archi naturel et en même temps qui peut être très anxiogène aussi, en parlant d'émotions. Et je voudrais juste dire aussi que de pas culpabiliser par rapport aux émotions, qu'il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent justement, comme tu le dis, verbaliser par la suite, etc. Parce qu'il y a des choses qu'on peut anticiper, mais il y a des choses pas. Tu parlais de décès. Moi, pendant la grossesse j'étais enceinte de ma fille, donc ma seconde grossesse, euh, j'ai perdu mes deux grands-parents. Donc, autant dire qu'émotionnellement, c'était très, très intense. Je ne sais pas ce qu'elle a pu entendre. J'essaie de m'expliquer, etc. J'en ai parlé derrière. Moi, je suis très accompagnement psy. Donc, pour moi, j'ai eu besoin, dans tous les cas, puis c'est mon métier aussi, donc j'ai eu besoin aussi de l'exprimer. Mais je vais pas non plus me flageller, me fouetter parce que j'ai été mal pendant mes grossesses. C'est pas le sujet. Et ça va pas non plus traumatiser. Non, je le dis juste par rapport aux personnes qui pourraient le vivre. Que c'est vraiment important parce que c'est un sujet qui est à la fois totalement naturel. Et moi, j'ai envie finalement de dire justement, mais vous prenez pas la tête, une émotion c'est naturel. Mais il y a aussi beaucoup ce qu'on disait dans la culpabilité de ce qu'on peut entendre, sois pas stressé, vis pas les trucs de cette façon, tu vas faire ça ou ça parce que ça passe par le placenta. Avec ton bébé, il va passer, il va choper des hormones, etc., qui vont faire qu'il va être angoissé. Et à un moment donné, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut en prénatal, on fait ce qu'on peut pendant l'accouchement, et on fait ce qu'on peut en postnatal. Et ça, c'est vraiment important. Et ce qu'on vit, c'est ce qu'on vit. Je dis toujours, il y a la différence de j'avais des contractions, je n'ai pas voulu l'écouter, le médecin m'a dit que j'avais le col qui était complètement ouvert et j'ai pas voulu écouter et j'y suis allée à fond. Et il y a, je me suis retrouvée alitée parce que je suis quelqu'un peut-être, après je vais pas rentrer là-dedans, mais voilà, j'ai eu pour telle ou telle raison, parce que j'ai eu une émotion très forte, parce que justement j'ai eu un deuil, etc. C'est pas pareil. Je dis pas qu'il faut minimiser les choses, mais ce que je veux dire, c'est que il faut quand même, enfin, je trouve qu'on a énormément d'informations, on a beaucoup de conseils. Je trouve que c'est vraiment, ça peut être aussi positif que anxiogène, et c'est vraiment de faire la part des choses par rapport à ça. C'est normal d'avoir des émotions, il y en a qui sont plus ou moins fortes. Il y a des personnes qui vont, voilà ce qu'on disait dans ce côté sensibilité, ça va être exacerbé, d'autres qui vont pas avoir l'habitude, donc ça va perturber, qui vont en plus culpabiliser, et puis d'autres personnes qui, ça sera peut-être moins fort et qui vont pas le vivre de cette façon-là, donc il n'y a pas de façon de le vivre, mais en tous les cas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Il y a juste à un moment donné, c'est d'accueillir ce qui se passe et effectivement de se faire accompagner si on ressent le besoin, pas rester seul, et je préfère le redire parce que ça me semble important. Oui, c'est important. Tu vas nous montrer ce livre, s'il te plaît? Oui. Alors du coup, j'ai mis des petits post-it, c'est pas très élégant, mais je voulais voir aussi pour, pour les fleurs. Donc voilà, je pense que vous le voyez à l'envers. Je referai peut-être une story avec la couverture, voilà, pour reparler du live. Il est magnifique. Hein. Alors du coup, je vais essayer de vous voir un peu. Alors peut-être pas dans le bon sens, mais voilà. Donc les photos ont été faites par Anne-Sophie Post, avec qui j'avais fait déjà mon premier livre. Très très bel ouvrage. Le papier, la qualité du papier, j'allais dire le graphisme aussi, la typo, tout est magnifique. J'avoue que honnêtement, on a eu c'est un très beau cadeau vraiment, aussi pour les éditions Très Daniel et Courrier du Livre qui sont très chouettes. Vraiment entendu en tous les cas ce qui était important et qui vraiment ont donné les moyens pour que ce livre soit vraiment le plus chaud doudou. Ils ont été super voilà, j'ai proposé à Anne-Sophie avec qui j'ai travaillé, il n'y a eu aucun souci. Très attention à la mise en page, au graphisme, aux couleurs, et ça je tiens vraiment à remercier les éditions qui. Mais c'est important, bien sûr. Vraiment. Et puis je rends confie aussi parce que du coup, je cite pas tout le monde à l'intérieur. J'ai Françoise Friedman avec qui je me suis énormément formée, qui a fait la préface et qui a fait une magnifique préface. Tous les enseignants avec qui, voilà, que j'ai pu avoir. Il y a
plein de personnes qui sont des vraies ressources en tous les cas, de façon globale dans la maternité. C'est une chance incroyable voilà, d'avoir pu partager aussi leur savoir. Et du coup, c'est un vrai cadeau en tous les cas, tout ça. Donc j'espère en tous les cas que ça sera un vrai cadeau aussi pour toutes les personnes qui l'auront entre les mains. Oui, c'est important, ben, on va le redire, hein, mais surtout si vous l'achetez, si vous l'offrez, faites des retours, c'est vraiment super appréciable. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je me suis baladée dans un Cultura, donc j'ai fait la petite story, et il y a quelqu'un qui m'a dit oh là là, tu vas être super fière. Et je lui dis c'est vachement marrant parce que finalement, bah, c'est du passé en fait. En fait, le livre il est fait, il m'appartient plus. Et c'est quand les autres disent waouh. Bon, je dis ça pour moi, mais c'est pareil pour toi, hein. Pour tous les auteurs, en fait, je pense que c'est comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'à chaque fois, je me dis, ouais, ok. J'ai même carrément oublié que j'ai écrit des bouquins aussi. Hein. Je vis pas tous les jours en me levant en disant, oh là là, c'est génial, j'ai écrit des bouquins, donc je suis pas fière. C'est pas ça le truc. Par contre, quand quelqu'un dit, ça m'a aidé, ça m'a accompagné, oh là là, super, il est bien fait, ou je l'ai offert à un tel, etc. Et là, j'ai le cœur qui saute de joie. C'est là où je me dis waouh, j'ai fait un truc super important dans ma vie. C'est complètement con, mais c'est plus ça qui est important pour moi que d'avoir un bouquin. L'un ne va pas sans l'autre, hein, je sais bien, mais moi je te souhaite vraiment qu'il y ait plein de retours comme ça parce que c'est là où ça prend toute sa valeur. Mais tu as déjà écrit des bouquins, donc tu le sais ça déjà. Oui, et puis moi, pour le coup, en plus, je travaillais dans la publicité et du coup, j'avais beaucoup de films qui sortaient publicitaires, des affiches, des magazines, etc. Puis en fait, on a tellement le nez dedans qu'une fois qu'il est sorti, autant on stresse quand ça sort parce que du coup, c'est un peu, voilà. Mais voilà. Après, effectivement, moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours, voilà, j'essaie de pas trop le relire parce que j'aurais dû mettre ça et puis ça, etc. Et puis, il faut savoir que celui-là, il est assez épais et que le gros travail, et notamment, et encore merci Alice et merci toutes les personnes de Trait d'Année qui ont travaillé sur ce livre, c'est une encyclopédie à la base. Donc, il a fallu compresser. Donc, il manque probablement des informations. Et c'est normal. Il y a certaines choses, c'est normal, on ne peut pas tout dire. C'est comme pour les fleurs, on donne des pistes, mais on peut pas tout dire. Ça peut pas être du sur-mesure complètement. On est obligé de faire des coupes. Donc, il y a des choses qui seront malheureusement pas abordées, et peut-être qui seront abordées dans un autre livre ou peut-être ailleurs, parce que c'est pareil, c'est un livre parmi tant d'autres. Et puis, moi, je suis très dans se dire, ben voilà, tu parles des fleurs, mais tu as envie d'en savoir un peu plus, d'acheter ton livre. Est-ce que c'est des choses complémentaires? Il y a plein de personnes qui ont écrit des livres. Sylvie, pour les réflexes, elle est en train de sortir un livre qui sera complémentaire. Évident, c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette. Et puis, il n'y a pas que les personnes qui sont intervenues dans le livre, il y a aussi toutes les autres personnes qui œuvrent. Tu peux... Ben voilà, il y a des choses que j'ai pas abordées bien sûr. Chaque mois avec les changements, etc. Il y a des livres qui sont très bien faits, donc je voyais pas l'intérêt de leur faire. Et c'est de chacun trouver sa sensibilité. Et pareil, on n'a pas la science infuse de piocher des choses à droite, à gauche pour avoir un complément d'information. Et tu sais quoi, Perrine? C'est pour ça qu'il y a des consultations, il y a des stages, il y a des retraites, il y a des stories. Il y a des posts, il y a des lives, il y a des bouquins. Exactement. Et ouais, parce que sinon, non, mais de toute façon, c'est impossible. Ce sont des sujets qui sont inépuisables, et tant mieux. C'est ce qui stimule aussi pour nous, pour nous donner d'autres envies, en disant, ah bah tiens, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, et c'est chouette, hein, et c'est bien. Et du coup, bah, faites des retours s'il manque des choses. Ça manque pas des petites to-do list pour le reste. Exactement. Et puis c'est trouvé dans un livre, parce que là, on vend, c'est entre guillemets de l'antipub, mais pour moi, c'est vraiment important, et je le dis même en consultation, ok, quand on vient me voir, le premier jour, c'est t'adhères avec moi ou t'adhères pas. Et c'est pas grave, parce que c'est toi qui compte, et va vers la personne. C'est pareil pour être accompagné par sa sage-femme, pour choisir sa maternité, pour choisir son livre, c'est de se dire, est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que le discours me parle? Est-ce que ça vibre? Ou est-ce que c'est pas la bonne chose? Pareil pour les fleurs, etc. C'est vraiment une histoire de rencontre, d'affect, de rencontre, exactement. Et c'est vraiment de s'autoriser ça aussi, parce que je donne un exemple. Ok, on m'a conseillé ce pédiatre-là. Si ça adhère pas avec le pédiatre ou si ça adhère pas avec la sage-femme, ça sert à rien, ça marchera pas. Ouais. Et il y a une fleur comme ça. Hein. Il y a une fleur, ça s'appelle Centauri, savoir s'affirmer.
et pas faire plaisir pour dire oui parce que voilà, mais savoir aussi, alors tu vois, quand je parle des fleurs, c'est pas pour les prendre, comme tu disais tout à l'heure, tout le monde n'adhérera pas, mais en tout cas, même si les gens n'adhèrent pas aux fleurs de bac à prendre dans la bouche, le fait d'entendre le discours qui est une fleur, en tout cas que nous, on n'arrive pas à s'affirmer, et je rebondis exprès dessus, hein. Et là, on se dit, ah ouais, c'est un peu moi avec ma mère, ou c'est un peu moi avec mon mec, ou tu vois. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et pour le coup, là, ça a du sens, tu vois. C'est pour ça que je fais ces lives-là. C'est pas pour dire prenez tous des fleurs de bac. C'est pour dire regardez comme c'est simple finalement. Et c'est ce que disait Bach. Tu parlais de simplicité en disant bon bah voilà, on devrait prendre du temps pour soi aussi simplement que se brosser les dents. Bah Bach il disait je voudrais que les fleurs de bac soient aussi simples. Enfin, il dit pas les fleurs de bac à l'époque, hein, je sais pas comment il les appelait du reste parce que bon, c'est comme son nom. Il disait si j'ai faim, je vais manger une salade, et si j'ai peur, je prends Mimulus. C'est aussi simple que ça, voilà. Et donc, par rapport à la copine qui nous dit va voir tel pédiatre, il est génial. Si moi je le sens pas, j'ai le droit de dire non, et je vais pas déplaire à ma copine. C'est juste que moi c'est non, et c'est ok. Donc ça existe, ça, ce comportement. Pendant toute la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, les portages, tout le temps en fait. Moi, me dire, en fait, en tout cet accompagnement, et j'essaie de le dire, c'est qu'en fait, il y a nous, et puis il y a l'environnement, et c'est de se dire, c'est pas dire non, je veux ça. Je prends deux exemples. Mon projet de naissance, je veux que ça soit comme ça, ou comme ça. Non, il y a un moment donné, déjà, c'est se dire je souhaiterais c'est ce qui me parle aussi, hein. En parler aux équipes et ensemble de dire je suis pas contre les équipes, on n'est pas contre moi, c'est de se dire d'avoir une communication qui permet ça veut dire de pouvoir dire dans l'idéal j'aimerais que, sachant que l'accouchement rêvé, des fois ça se passe pas comme on veut, donc c'est aussi de pouvoir accueillir ça, d'où l'aide des fleurs et d'où l'aide, en tout cas j'espère, du livre, en disant l'idée c'est d'accompagner son bébé quel qu'il soit. Maintenant quand effectivement il y a quelque chose qui vraiment est trop prenant pour moi, de pouvoir s'autoriser à dire non, et je reviens aussi par rapport au postpartum, ça veut dire que il y a un moment donné, si je prends un exemple qui est vraiment caricatural, vous m'excusez par rapport à ça, mais c'est j'ose pas dire non à ma mère, ma belle-mère, le grand-père, tati machin, qui va venir me voir. Alors que je suis épuisée. Là, je peux dire non, d'expliquer les choses, et j'en parle aussi dans le livre, se dire, on va essayer de communiquer déjà avec mon conjoint, de se mettre d'accord si c'est possible, et de trouver ensemble pour être une équipe, pour pouvoir, entre guillemets, je dis pas imposer, mais en tous les cas, d'être aligné dans ce qu'on va dire. Et du coup, je reviens sur Sanctuary, justement, peut-être à ce moment-là aussi, c'est des fleurs qui peuvent nous dire, ok, là, j'ose pas, c'est important pour moi, et c'est toujours la même chose, qu'est-ce que je ressens, quels sont mes besoins, et ben là, j'ose pas dire non, je vais peut-être m'aider, si c'est ça, cette fleur, etc., de cette fleur qui va peut-être m'accompagner à finalement prendre ma posture pour dire, voilà ce qui est ok pour moi. Et ça ne veut pas dire aller dans le frontal, ça veut dire à l'heure d'aujourd'hui, voilà ce dont je veux. Peut-être qu'on va trouver une solution. Donc, j'entends ce que tu as à me dire, moi voilà ce que je ressens. Ensemble, on va trouver une solution. Peut-être que tu passeras pas aujourd'hui, mais je serais ravie de t'accueillir demain. Et c'est vraiment ça, et je pense que cette fleur-là m'a fait, en tous les cas, quand tu en as parlé, me faisait penser à ça. Mais c'est juste, en fait, Bach, il nous parle de nos défauts. Et le défaut là, ce serait de ne pas savoir dire non, par peur de déplaire et par peur de ne pas faire plaisir à l'autre. Et donc, c'est un défaut. Et c'est vrai que les fleurs de Bach, même si on ne les prend pas dans la bouche, on réalise à travers elles ces fameux 38 archétypes, 38 fleurs de 38 archétypes humains. 38 émotions très simples en fait de la vie de tous les jours, et quand on a conscience de ça, on comprend nos limites et en quoi on est limité dans le fait de faire plaisir. Et toutes les fleurs, elles nous indiquent en fait quelque chose. Pareil pour Walnut, quand on est trop perméable aux injonctions sociétaux, etc. Eh bien, cette limite-là, elle est ok, tu es sensible à ça, mais est-ce que tu dois changer ton comportement parce qu'on t'a dit ça? Si toi, tu n'étais pas en phase avec ça, pourquoi tu le fais finalement? Parce que tu n'es pas vraiment toi finalement. Et ça, on ne devrait pas. Et toutes les fleurs nous indiquent
ces états de prise de conscience en fait. Et c'est pas des prises de tête non plus, hein, c'est des choses très simples de la vie du quotidien. Hein. C'est pas des grosses remises en question, mais mine de rien, quand on comprend Centauri et qu'on dit ah oui, ah quand même, c'est un peu moi là, c'est un peu moi là, c'est quand même un peu moi là, et c'est un peu beaucoup moi là. Là on se dit non, là faut que j'arrête. Finalement, c'est ça qui est important, c'est de se dire bon, ça me convient plus, j'ai plus envie en fait. Et c'est vrai que quand on passe dans cette nouvelle sphère de parent 1, parent 2, parent 3, peu importe, on s'autorise de plus en plus à être soi. Bien sûr. Alors, je vais pas et c'est là où je trouve intéressant, et je te rejoins parce qu'en fait, ça vient de faire tilt à ce moment-là, c'est que justement, dans ce côté, justement, slow maternité, c'est que je prends soin de moi, mais j'apprends à me découvrir, et finalement, cette fleur permet de se découvrir vraiment. Complètement. Quand on permet justement de fleur de Pâques qui dit bah, justement notez ce que vous ressentez, etc. C'est vraiment une façon de se découvrir au-delà d'être entre guillemets une fiole qu'on va prendre avec un outil magique. Non, c'est beaucoup plus profond que ça parce que justement que ça les fleurs de Pâques. C'est ce que j'essaie de faire. Ouais. Et oui, parce que c'est d'une grande puissance et on s'en rend pas compte. En fait, je dis pas qu'on galvaude les fleurs, mais bon, chacun, c'est normal. On chemine aussi avec, hein, mais c'est incroyable comme univers. Parce que quand on rentre là-dedans, on se dit, mais en fait, mais du coup, je prépare plein de choses pour l'année prochaine, donc on aura le temps d'en reparler, mais voilà. De toute façon, on va refaire des trucs ensemble, Perrine. Oui. Des lives, des ceci, des cela, des trucs, des bûches, des chouettes, voilà. On fera d'autres lives. Je te dis quand même l'heure qu'il est ou pas? Ça t'intéresse pas? Écoute. Dis-moi. Tu dirais quelle heure? Tu dirais quelle heure? On a commencé à 8h? Oui. J'aurais dit, allez, parce que du coup, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose. J'aurais dit 9h15, non, il est 10h, c'est ça? Non, il est 9h20. 9h, ah bon, c'était pas loin. Ah, c'est bien, t'as le timing dans le... C'est ok. Bon, remontre encore la couverture quand même. Nous faire plaisir. Ce rose magnifique. 9 mois pour moi. 9 mois pour moi, mon guide sur maternité aux éditions Le Courrier du Livre, qui fait partie de la maison Très Daniel, l'éditeur Guy Très Daniel. Donc merci en tous les cas, Nathalie, pour ta contribution au livre qui était vraiment importante pour moi. Et puis voilà, j'espère qu'on a à peu près. On a fait un gros tour. Ouais, un gros tour. Donc. On a fait un gros tour. Alors, je ne sais pas si Très Daniel, ils font des extraits de livres, parce que moi, chez Le Duc, par exemple, quand on va cliquer sur le lien de Le Duc, il y a quelques pages, tu vois, où on peut aller fouiller. Oui. Ouais. Donc si tu veux bien me le mettre en DM, comme ça, je le remettrai sur la vidéo. Voilà. C'est la première partie, en tous les cas, du livre, mais qui donne déjà... Voilà, exactement. Parce que moi, j'aime bien faire ça. Tu vois, quand je fais sur les vidéos YouTube, je vais remettre tes liens, les mêmes liens que la dernière fois, même si tout est en train de se refaire. Coucou Sylvain. Et du coup, je remettrai le lien de l'extrait. Oui. Parce que, voilà, s'il y a des gens qui ont envie de faire des cadeaux en fin d'année, c'est le moment. On est au mois de novembre, mais hein, il y a des grossesses qui se préparent pour l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à aller... mais allez à droite, à gauche, fouiller, regardez, et puis voilà, faites des cadeaux, quoi. Hein? Mais oui. Bon, gros bisous. En tous les cas, merci beaucoup, Nathalie, vraiment pour cette invitation. Et puis merci en tous les cas pour toutes les personnes qu'on a vu passer. J'ai pas pu tout regarder parce que j'étais aussi dans la concentration pour pas perdre pied avec l'émotivité justement. Donc du coup voilà, merci à tout le monde et merci à ceux qui nous écouteront par la suite avec plaisir. Bonne soirée à tous, merci Perrine. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao. Au revoir.